En France, c'est vrai qu'on tient beaucoup à la laïcité, qui est d'ailleurs un des principes de base de la Constitution française. Cette laïcité, elle garantit à la fois la tolérance et la liberté de conscience, mais il faut dire également qu'elle s'est imposée relativement récemment et après de rudes combats qui datent d'à peine un siècle. Récit de Jean-Baptiste Prédaly. Une loi pour séparer les églises et l'État. Décembre 1905, la République française affirme un principe, la laïcité. Depuis les débuts de la Troisième République, une guerre fait rage. Elle oppose de France la catholique et la laïque. 30 années d'affrontement, la laïcité est d'abord un combat. Les républicains qui veulent instaurer en France une démocratie se heurtent nécessairement à l'Église. Donc c'est une épreuve de force. Dans cette épreuve de force, l'école est un enjeu. À partir de 1880, Jules Ferry a imposé par la loi un enseignement primaire obligatoire et laïque. Les congrégations religieuses ont été exclues de l'enseignement. Une épreuve de force, mais à l'arrivée un compromis. La laïcité se veut tolérante, l'État ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte, mais il garantit l'exercice de ces cultes et la liberté de conscience. La loi a été, on peut dire au départ, le résultat d'un combat avec des excès de part et d'autre. On parle de l'opposition entre les anticléricaux et les cléricaux. Une loi très mal acceptée par le parti vaincu ou par l'Église vaincue, mais qui finalement va se révéler une loi de pacification. Peu à peu, entre l'Église catholique et la République française, les relations se normalisent. Pour la 4e puis la 5e République, la laïcité est un principe constitutionnel. La France est donc une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. La laïcité reste pourtant un enjeu politique. La gauche en a fait un slogan avant et après 81. La droite défend l'école privée. La querelle scolaire couve encore, elle s'embrase ponctuellement. 1989, autre passion, nouveau problème, toujours à l'école. 3 jeunes élèves musulmanes d'un collège de Creil refusent d'ôter leur voile pendant leurs cours. Elles sont exclues. Le Conseil d'État est saisi, il demande d'apprécier au cas par cas ce type d'affaires. La limite, c'est le trouble à l'ordre public. Mais les affaires de foulard et de voile se multiplient. Les partisans de la laïcité s'en émeuvent. Les musulmans, comme on dit, parce qu'ils sont très divers, on ne peut pas les regrouper sous une même catégorie, doivent simplement faire les mêmes efforts que ceux que firent naguère les catholiques pour que leur religion soit effectivement libre de s'affirmer, mais dans le respect des lois de la République. 1 millier de cas environ, certains très médiatisés, la laïcité redevient un sujet public. En décembre dernier, le président de la République annonce solennellement une loi sur la laïcité. Un siècle après la séparation des églises et de l'État, la question laïque se pose à nouveau, mais dans d'autres termes, à la France. Juste un mot, je me tourne vers Frédéric Lantieri qui dirige ici le service société à France 2. Alors on entend dire beaucoup de choses sur le nombre de cas de jeunes filles voilées dans les écoles. Est-ce qu'on peut savoir finalement ? Écoutez, en fait, c'est très compliqué à déterminer, parce que comme vient de le dire le proviseur, Mme Hudson, il y a des situations extrêmement diverses. Dans certains établissements, on considère qu'il y a à peu près 1 ou 2 filles voilées par classe, comme par exemple à Mantes-la-Jolie. D'autres, il n'y en a pas du tout. À Villeneuve-d'Ascq, on sait qu'il y en a 58. Tout ça est extrêmement divers. En fait, l'école règle la situation au cas par cas. Il y a des établissements qui acceptent le voile, d'autres qui ne tolèrent uniquement dans la cour de récréation et en classe, et pas du tout en classe, d'autres qui le refusent absolument. Donc tout ça est très varié. Il y a la médiatrice de l'éducation nationale qui s'appelle Hanifa Chérifi et qui travaille encore à essayer de résoudre les problèmes conflictuels. Elle note qu'en effet le contentieux a beaucoup diminué, mais parce que justement les questions sont traitées sur le terrain au cas par cas. Mais ce qui est vraiment noté, c'est qu'en fait, le voile induit d'autres comportements. C'est ça, en fait, le fond du problème. C'est que les filles qui portent le voile, souvent, sèchent des cours de gym, ne refusent les cours d'éducation, par exemple, de sciences naturelles, contestent des pans entiers des cours d'histoire. Et c'est toute cet amalgame-là qui est très compliqué à gérer. Et c'est pour ça, je crois, que la loi sur la laïcité s'imposait à la Commission en quoi la loi va-t-elle vous aider, Madame Hudson ? Parce que finalement, aujourd'hui, déjà, en tant que chef d'établissement, vous aviez la possibilité d'agir. Tout à fait. Je voudrais juste revenir sur le mot « souvent ». Parce que je crois que c'est un petit peu faux, comme a dit Jean Bobéro, de dire que c'est vraiment quelque chose de tout à fait massif. Mais ça existe et donc c'est important. Alors,
la loi, en quoi elle va nous aider? On peut la comparer à la loi Evin et on peut la comparer à la loi d'orientation sur le problème de l'absentéisme. Ça nous donne un cadre, ça nous donne une issue. Et si on n'a pas réussi vraiment à persuader les élèves, si on n'a pas réussi à faire le chemin avec eux, au bout du compte, c'est vrai qu'il y a la sanction. Ça nous donne cette possibilité. Mais encore une fois, c'est une possibilité que nous espérons ne jamais avoir à utiliser. Mais c'est ça qu'elle nous apporte. Alors, très bien, madame. Juste, courte réponse, je me tourne vers les représentants des religions. Monsieur le rabbin, je vais vous poser à tous les trois la même question, si vous pouviez y répondre très brièvement. Lorsqu'il y a un conflit dans la sphère publique entre la loi de la République et la loi divine, laquelle doit-on appliquer? Monsieur le rabbin. La position juive est claire sur la question. La loi de l'État l'emporte sur la loi religieuse en la matière. Monseigneur Defoy. Le problème est de savoir de quelle loi il s'agit. On ne peut pas répondre comme ça aussi brutalement. Je pense que... si c'est Monseigneur, ne soyez pas jésuite, s'il vous plaît. Non, je ne suis pas jésuite, j'essaie simplement d'être intelligent. C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose. Oui, c'est ça. S'il s'agit, par exemple, d'un problème de vêtements, ou s'il s'agit d'un problème fondamental. Alors, sur un problème de vêtements et sur un problème fondamental. Ça, c'est les problèmes de vêtements. Ça ne mérite pas, je crois... une querelle. Ce que je crains, c'est que, justement, on fasse une fausse querelle et qu'on en arrive, justement, à une sorte de guerre des religions à travers ça. Ah, ça, c'est ma crainte. Monsieur Alaoui. Moi, jamais je me suis... Si à la loi, vous l'observez, enfin, vous demanderez qu'on l'observe? Moi, jamais je me suis posé, et je pense qu'il n'y a pas un musulman qui se dit est-ce que j'ai à choisir entre la loi de la République et la loi religieuse? Je pense que c'est la loi de la République qui est notre loi. Mais je suis convaincu que la loi de la République doit être une loi qui est respectueuse des consciences individuelles. À votre tour, je vais vous demander de ne pas être jésuite, si je peux me permettre. Non. Attendez, si la loi est votée, vous l'appliquerez? Vous recommanderez de l'appliquer? Non, mais ce n'est pas une question à poser. La question... Elle se pose. Non, je m'excuse, monsieur Stasi. Parce que je ne pense pas qu'on pose à un citoyen est-ce que vous allez appliquer la loi ou non. Ah bah si, parce que si j'applique pas la loi, moi je vais en prison. Donc je voudrais savoir. Non, la réponse de tout citoyen, il est inné. Bien sûr, s'il y a une loi, elle est à respecter. Mais est-ce qu'on peut m'interdire de contester la loi lorsqu'elle est en cours d'élaboration? Non, parce que une fois qu'elle sera votée. Non, je parle, elle n'est pas encore votée. Non, mais elle va être votée. Elle est discutée. Non, une fois qu'elle sera votée. Non, je m'excuse, elle est discutée. Bon, d'accord. Non, moi, de quoi j'ai l'inquiétude que j'ai, et de beaucoup de musulmans de France, c'est que maintenant, le fait de dire que je conteste le projet de loi, c'est que je suis devenu moins citoyen que les autres. C'est là le problème. Mais il n'a pas le droit de dire ça. Mais ce n'est pas vrai. Mais c'est vous. Mais vous avez manifesté. Mais c'est pas vous qui le dites. Mais c'est pas vous qui le dites. Il ne faut pas dire ça. Tout ce qui se dit actuellement, c'est ça. Les musulmans en France ont le droit de manifester dans la rue quand ils ne sont pas contents. C'est bien. Il y a beaucoup de musulmans où on ne peut pas le faire. C'est bien. Même les musulmans. C'est bien ce que. Alors il vaut mieux être musulman. S'il vous plaît. Pas manifestation, s'il vous plaît. On n'est pas ici dans un meeting. Alors, nous allons passer maintenant à la deuxième étape. Femme de France, parce que effectivement c'est souvent la question de la place de la femme dans la société qui se pose quand on évoque l'islam. Et je rappelle une phrase que prononçait le président de la République, Jacques Chirac, quand il a prononcé son discours le 17 décembre dernier. Le degré de civilisation d'une société se mesure d'abord à la place qui occupe les femmes. Et Bernard Stasi, tout à l'heure, vous parliez de témoignages qui ont amené la commission à changer d'avis. D'après ce que vous m'avez dit, ce sont beaucoup de témoignages de jeunes femmes qui vous ont littéralement bouleversé d'ailleurs. Oui, je tiens à dire tout d'abord que je respecte les femmes musulmanes qui, de leur plein gré, portent le voile. Et j'ai eu l'occasion de le dire à différentes reprises, m'adressant à plusieurs femmes musulmanes. Si vous portez le voile volontairement, c'est votre affaire. Enfin, je vous respecte. Mais je plains celles, elles sont nombreuses, qui le portent parce qu'ils sont obligés de le faire. C'est ça qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire que les témoignages qui nous ont le plus bouleversés, c'est des témoignages de femmes musulmanes, de Turcs en particulier, qui ont été obligées pendant de très nombreuses années de porter le voile, sous la pression brutale, et quand je dis brutale, de leur père ou de leur grand frère, et qui se sont libérés.
qui ont rompu avec leur famille, tout en restant d'ailleurs musulmanes. Ce sont elles qui nous ont dit, enfin, prenez conscience de la gravité du problème. Prenez pensée à toutes ces femmes qui sont obligées de porter le voile, qui sont humiliées, qui se sentent humiliées. Alors justement, je voudrais citer le témoignage de quelqu'un que vous avez entendu, je crois qui est Shadort Javan, qui est une auteure iranienne et qui a écrit un livre qui s'appelle Bas les voiles et qui dit j'avais 13 ans quand la loi islamique s'est imposée en Iran sous la férule de Khomeini, et elle ajoute rentrer de France avec la bénédiction de beaucoup d'intellectuels français. Jean Bobéro, les intellectuels français sont aveugles ? Non, les intellectuels français essayent de réfléchir, d'analyser. Bon, alors, ce qui s'est passé en 1978, c'est malheureusement qu'il y avait une affreuse dictature en Iran qui était celle du Shah. Et ça a d'abord été ça le problème, effectivement. Bon, alors, malheureusement, comme souvent, on a remplacé une dictature par une autre. La libération s'est mise en dictature. Et c'est pourquoi l'émancipation doit admettre le pluralisme. Et actuellement, il y a des femmes musulmanes qui s'émancipent en refusant de porter le voile. Mais je regrette, ça peut paraître paradoxal à certains. Il y en a d'autres qui s'émancipent en le portant. Il faut prendre acte de ce fait. Elisabeth Badinter, vous êtes pour la loi. Vous, je vous pose la même question. Est-ce que les intellectuels français sont aveugles parfois ? Je suis pour la loi. Et je pense que les intellectuels français ou autres peuvent être aveugles. Et j'ai souvenir de voyages en avion de plusieurs intellectuels français pour soutenir le régime de Khomeini. Donc on peut se tromper. Et je pense qu'il est temps aujourd'hui de ne plus se tromper. Alors je vous propose de regarder un reportage mené par Nathalie Sapena et Virginie Travers. En fait, elles ont enquêté parce qu'elles ont été intriguées de voir et de lire que le Conseil national de l'ordre des médecins recommandait à ses membres de ne plus donner aux jeunes filles musulmanes qui veulent le leur demander des certificats de virginité. Alors pourquoi ? Reportage. Officiellement, il n'est pas réclamé par les mosquées. Mais dans les faits, le certificat de virginité reste une pratique vivace. Officiellement, les médecins français ne doivent pas rédiger un tel document. Le Conseil de l'ordre vient de le rappeler. Mais dans le secret des cabinets médicaux, la détresse des jeunes femmes oblige parfois à certains arrangements. Si on ne veut pas avoir de conflit avec les parents, on peut toujours signer un papier qui de toute façon n'a aucune valeur. Hein. Mais c'est une façon quand même de garder le contact. Donc je veux dire, en théorie, je suis d'accord, il ne faut pas les faire, ce certificat. En pratique, je pense que c'est un peu plus difficile comme ça, de laisser partir ces petites jeunes qui sont amenées par leurs parents. On ne sait pas trop quel va être leur avenir après. Le plus souvent, le certificat de virginité est demandé par la famille ou la belle-famille pour préparer un mariage. Parfois, il sert simplement à rassurer les parents. J'avais une amie qui, après avoir fait un voyage à l'étranger avec l'école, ses parents lui avaient dit « Ok, on te laisse partir, mais quand tu reviens, on te fera ton certificat ». La lutte contre le certificat de virginité, c'est le cheval de bataille de ces jeunes militantes qui ont fondé une association à Montpellier pour défendre les droits de la femme musulmane. Que le conjoint ou le veuille ou pas, ce sera pareil, je refuserai. Hein. Si sa famille fait pression, si... Moi, je ferai pression de mon côté. Le paradoxe, même si elles sont opposées au certificat, question de pudeur, elles revendiquent la virginité jusqu'au mariage. Être contre le certificat de virginité, ça ne veut pas dire être contre la chasteté. Bien au contraire, nous, on est pour la chasteté, mais ne pas dévoiler à tout le monde que cette personne est vierge. Bien souvent, les jeunes maghrébines se retrouvent coincées entre des traditions archaïques et les mœurs d'une société libérée. D'où une recrudescence de certaines pratiques sexuelles qui inquiètent les médecins. Il y a beaucoup de jeunes qui ont des pratiques qu'elles n'auraient peut-être pas souhaitées d'ailleurs au départ, des pratiques de sodomie, des pratiques de fellation, pour faire plaisir aux partenaires, qui permettent de garder la virginité et qui a quand même des conséquences à la fois, je dirais, physiques et psychologiques, car souvent ce sont des rapports sans protection, donc un grand risque d'infection sexuellement transmissible. Et pour toutes celles qui ont franchi l'interdit et qui veulent pourtant sauver les apparences, une ultime solution, la reconstruction de l'hymen, une opération chirurgicale pratiquée sous anesthésie. Les gynécologues font les reconstructions d'hymen, hein. C'est pas quelque chose d'exceptionnel. Bon, certains refusent, bien sûr. Moi, personnellement, j'accepte de les faire. C'est pas simple. Ça me pose quand même des problèmes un petit peu, j'ai des opinions contradictoires un petit peu là-dessus. Il y a cette sacralisation de la virginité, moi, qui me gêne beaucoup, puisque
quand même une manifestation de la domination masculine, sous couvert souvent de principes religieux, etc. Mais c'est quand même la domination masculine. En faisant les réflexions d'Iman, je rentre un petit peu dans le système, qui est quelque chose que je combats totalement. Un système où la femme est considérée comme une marchandise qui prend toute sa valeur avec un certificat de garantie. Alors, Frédéric Lantieri, il y a des enquêtes qui ont été menées. Est-ce qu'on arrive à savoir à peu près ce qui se passe et quelle est l'importance de ces phénomènes? On en parlera après, savoir si ça correspond à quelque chose de prescrit par l'islam ou pas. Mais est-ce qu'on a connaissance de l'importance de ces phénomènes? Enfin, je voudrais d'abord rappeler que c'est un fait divers particulièrement atroce qui a un peu à révéler la dégradation des conditions des femmes dans les banlieues. C'est la jeune Sohane qui, le 4 octobre 2002, est retrouvée brûlée vive dans un local de poubelle à Vitry-sur-Seine. Alors, en fait, depuis différentes études confirment un peu la détresse des femmes issues de l'immigration, notamment, par exemple, la question des mariages forcés qui était totalement inconnue jusqu'en 1996. À cette époque, à cette date-là, il y a des assistantes sociales qui racontent que des jeunes lycéennes viennent se plaindre que tous les week-ends, elles sont enfermées dans la chambre de leurs parents avec un homme qu'on leur présente comme leur mari et qui leur impose des relations sexuelles. En fait, aujourd'hui, le Haut Conseil à l'intégration estime grosso modo à 70 000 les femmes issues, les jeunes filles issues de familles maghrébines, turques ou africaines qui sont soumises au mariage forcé. 70 000 quand même, en France. 70 000 quand même. Et un dernier chiffre pour conclure. En gros, enfin non pas en gros, on sait que les femmes issues de l'immigration sont 2 fois plus nombreuses que les Françaises à subir des agressions sexuelles. Alors Nadia Amiri, vous êtes infirmière et sociologue, et je vous ai vu réagir à ce reportage parce que je le sais, vous-même, vous avez vécu cette expérience du certificat de virginité. J'ai surtout été le témoin dans ma vie professionnelle et ma vie militante de la parole et des souffrances des sans-voix et des sans-voiles. Il faudra quand même à un moment laisser l'espace à celles qui sont dans l'oppression, la domination. Je suis très heureuse d'avoir vu ce reportage puisque j'allais moi-même évoquer la sodomie, les coups et blessures sur les jeunes femmes, la virginité qui est imposée. Moi, j'ai vu dans des quartiers de Strasbourg des jeunes filles qu'on vendait comme des bêtes dans des marchés à bestiaux où chacune avait un prix de manière à ce que quelqu'un dans le pays d'origine puisse venir en France et se marier avec elle. Combien ont été violées, combien ont subi des oppressions par mariage forcé dans le pays d'origine. Et j'ai même rencontré une jeune fille qu'on avait neuroleptisée, c'est-à-dire qu'on lui avait donné des neuroleptiques pour qu'elle accepte d'aller jusqu'à l'aéroport. Et ça avait été le vécu déjà de sa grande sœur. Madame Amiri, je ne mets pas en doute ce que vous dites, mais Monsieur Stagi, me tournez-vous, vous avez été ministre. Vous avez été membre de gouvernement, vous avez été très longtemps un homme politique. C'est possible ça en France? Hélas, je le crains, oui. Hélas. Vraiment? Hélas. Mais comment? On ne peut pas l'empêcher? Il faut l'empêcher. Alors, je me tourne vers Saïda Kada, vous êtes voilée, on le constate, et vous avez écrit un livre d'ailleurs, l'une voilée et l'autre pas. Quand vous entendez tout ça, vous dites c'est pas vrai, ce sont des histoires, ce sont des fantasmes? Ce qui est intéressant, en fait, dans ce qu'on vient d'entendre, c'est le rapprochement qu'on fait quand on parle de la question des banlieues avec la question liée à la laïcité. Quand on aborde la question des banlieues, on parle sous l'angle de ce qui se passe à l'intérieur, comme si c'était tout ce qui se passait. On a parlé des tournantes comme étant un terme propre au quartier, comme si ça se passait que dans les quartiers. Ce qui est à dénoncer, dénonçons-le. Les mariages forcés ne sont pas le fait de l'islam. Le fait de toutes les sévices corporels que peuvent subir les femmes, autant physiques que psychologiques, ne sont pas le fait de l'islam. Là-dessus, en tant que musulmane, on est clair. Il n'y a pas de prescription là-dessus. Ce qui est intéressant de relever, moi j'ai noté quand Madame Babès parlait tout à l'heure, et c'est un lien que je peux faire, quand elle donnait son point de vue, à savoir que le foulard, puisque c'est quand même un des thèmes de ce débat ce soir, n'est pas une prescription religieuse. C'est son point de vue. C'est le point de vue partagé par un certain nombre de personnes avec elle. Et il y a un autre point de vue, celle d'autres musulmans qui disent que c'est une prescription religieuse, qui le vivent en toute liberté. Preuve à Mme Babès de me démontrer que le contraire, pour celles qui ont choisi de le porter. La question qui se pose, c'est pourquoi la République a choisi un camp et pas un autre? Comment se fait-il que la République a choisi les musulmans qui ont dit le foulard n'est pas une prescription religieuse et a dénigré ceux qui disent c'est une prescription religieuse? Le critère est quand même intéressant. Il faut relever aujourd'hui que moi, en tant que musulmane, je vis l'exercice de ma foi. On me demande aujourd'hui de choisir
entre ce choix-là et ma vie. Or, on veut l'interdire... Vous n'êtes pas à l'école? Oui, non. Donc, il n'y a pas que moi qui suis concernée. Donc. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une situation un petit peu paradoxale. On reconnaît la responsabilité pénale de l'enfant à l'âge de 12 ans. C'est-à-dire qu'on admet qu'un enfant est suffisamment grand, responsable, pour être sanctionné en fonction de ses actes. Par contre, pour les choix qu'il est en mesure de faire, il y a une mise sous tutelle de l'État. Et plus quand il s'agit des questions relatives au quartier. Je voudrais simplement terminer là-dessus. Ce qui est à dénoncer, dénonçons-le au niveau des quartiers. Mais ce que vous avez entendu, là, ça ressemble à quelque chose qui vous paraît vrai ou pas? Mais c'est vrai, cette réalité, elle existe bien avant 1996, et beaucoup l'ont dénoncé bien avant. Beaucoup d'associations travaillent sur le terrain, le MIB, Diversité, les Motivés à Toulouse, dont on n'entend pas souvent la parole. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on essaie finalement de légitimer la position qu'on a sur la question du foulard par rapport à des situations dont finalement on n'est pas responsable, ni de près, ni de loin. Or aujourd'hui, on dit, au nom de celles qui souffrent, interdisons à celles qui ont décidé de le porter le foulard. Nadia Amiri. Oui, moi je voudrais rajouter qu'en plus de celles qui souffrent et que, évidemment, une catégorie professionnelle telle que les professionnels dans les hôpitaux ont à traiter, moi, je voudrais aussi évoquer le contrôle social. Parce que finalement, on dit, on va parler des trains qui arrivent à l'heure ou des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Eh bien, les trains qui arrivent à l'heure, ce sont aujourd'hui les jeunes filles voilées. Parce qu'elles sont dans un continuum à partir d'une éducation, à partir d'une perception du culte qui est logique. Celles qui n'arrivent pas à l'heure et qui sont aujourd'hui des femmes émancipées, qui ont des diplômes, qu'on appelle l'élite, et heureusement, je m'en réjouis, de plus en plus, sont des personnes, et particulièrement des femmes, qui ont eu à se battre de manière inimaginable. Je veux revenir dans les années 80, quand moi j'étais adolescente. Où étaient les structures, les assistantes sociales? Où sont aujourd'hui les possibilités de prise en charge de ces jeunes femmes quand elles refusent un dogme qui est un dogme religieux? Et une autre chose, Leïla Babès a fait une explication, une interprétation de ces interprétations possibles. Moi, je voudrais dire que peu m'importe ce qui est écrit dans le Coran, peu m'importe ce que disent les livres sur la situation de la femme. Je vis en 2004 et je souhaite qu'à travers la planète, les femmes, en tout cas en France, si au moins on peut préserver la France, la République impose que notre appartenance cultuelle ne soit pas visible. Justement, Fouad Alaoui, un mot quand même là-dessus. Est-ce que le Coran peut être adapté pour suivre l'évolution de la société ou bien est-ce qu'il est gravé dans le marbre pour l'éternité? La question, elle me plaît dans le sens où, parce qu'elle rentre dans ma logique. À savoir que je refuse la lecture littéraliste du texte sacré. Moi, je suis, et le courant que je représente, nous sommes dans une démarche où nous voulons avoir une lecture du texte sacré qui permet une contextualisation de cette lecture et de la pratique religieuse pour être en conformité avec ma réalité. Mais pour ceci, je veux quand même pas refondre les fondements de ma religion. Et je suis convaincu que les fondements de ma religion ne sont pas contraires aux valeurs républicaines. C'est ça qu'il ne faudrait pas qu'on arrête de dire. Vous trouvez que dans le Coran, il y a des choses qui aujourd'hui ne devraient pas être appliquées? Oui, écoutez, alors s'il fallait respecter le voile parce qu'il serait une prescription coranique, alors il faut flageller les adultères, il faut couper les mains des voleurs, il faut appliquer les lois sur l'héritage, autoriser la polygamie, etc., etc. Alors, bon, il y a des choses qui n'ont même pas... Vous savez, l'un des plus proches compagnons du prophète, le deuxième calife, Omar, a décidé de ne pas appliquer le Coran en sanctionnant les voleurs, donc en ne coupant pas les mains, parce que c'était une mesure inhumaine. Alors, comment se fait-il qu'aujourd'hui, on dise que le voile est un fondement de la religion? Ce n'est pas vrai. Alors, disons simplement, faisons une lecture raisonnable, sensée, comment dirais-je, simplement, oui, contextualiser, comme vous l'avez dit, du Coran à propos du voile et dire que ce n'est pas une pratique religieuse, que ce n'est pas une prescription religieuse, que c'est une coutume ancestrale, patriarcale, que le Coran a d'une façon ou d'une autre entériné, mais qui aujourd'hui n'a plus de raison d'être. Saïda Kada, juste un mot parce que je voudrais qu'on entende votre ami qui se trouve derrière vous. Oui, moi ce que je voulais dire, c'est que, ce que je disais tout à l'heure, on peut condamner ce qu'on veut condamner. On peut condamner tout ce qu'il y a à faire. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a des femmes qui portent le foulard, qui vivent dans la
dans la société. Moi, personnellement, j'ai même créé ma société. Donc on est dans un registre qui est très intéressant pour, disons, l'avenir même de la société, de tous ceux qui sont dans cette société-là. Moi, ce que je déplore, c'est que pour justement justifier ce débat d'interdiction sur le foulard, on met en avant des situations que tout le monde condamne. Et d'ailleurs, simplement pour finir, parce que ça me semble intéressant, la plupart des jeunes filles qui sont dans les quartiers sont dans un processus qui relaie, si vous voulez... Enfin, je trouve que c'est exceptionnel ce qu'elles font dans les quartiers. Et on a l'impression aujourd'hui qu'elles cautionnent, qu'elles ne condamnent pas, qu'elles sont dans une logique finalement de choisir entre pour le foulard, contre le foulard, comme si le foulard finalement était l'origine de tous les maux existants dans les quartiers. Ce qu'a rappelé M. Bobéro tout à l'heure, et ce qui était intéressant, c'est qu'effectivement, on doit répondre par rapport aux maux sociaux pour pouvoir ensuite régler ce qu'il y a derrière. Je voudrais qu'on entende Sarah Talbi, qui se trouve derrière vous. Alors là, c'est un cas un peu particulier, parce que vous étiez catholique, je crois. Oui, de naissance, quoi. De naissance, hein, et vous êtes converti à l'islam. Oui, alors après un cheminement personnel, je me suis convertie à l'islam, mais en fait, ce que je voudrais faire insister, en fait, c'est que donc moi, je suis française les Gaulois, souvent comme on les appelle. Donc, comme quoi, ce n'est pas qu'une religion des immigrés, donc, premièrement. Et surtout, en fait, le fait que je porte le voile, c'est vraiment un acte de foi et c'est un choix de ma conscience personnelle. Donc, mais qu'est-ce qui vous a amené à vous convertir? Une recherche et une conviction personnelle, quoi. Alors, je voudrais vous demander quand même une chose qui nous intrigue et qui, moi, m'intrigue quand même. C'est que bien souvent, il y a comme ça des définitions qui sont données, qui sont plutôt généreuses. Mais est-ce que, lorsque vous regardez les journaux télévisés, ou bien peut-être Envoyé spécial jeudi soir dernier, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder, il y avait des scènes de torture en Iran. Est-ce que vous n'avez pas constaté quand même que partout où s'applique la loi musulmane, les femmes ne sont pas considérées comme étant les égales des hommes dans la société? Oui. C'est pas vrai? Revenons à la source, ne regardons pas, pour citer, on dit des pays musulmans, mais c'est pas la loi telle que l'islam n'est pas appliqué. Donc moi je reviens à la source et je dis tout le temps, ne jugeons pas les musulmans pour juger l'islam, jugeons l'islam. La femme n'est pas inférieure à l'homme en islam, non, c'est faux. Donc je ne me sens pas du tout inférieure, et pas du tout. Elisabeth Badinter. Vous avez raison. Écoutez, en ce qui me concerne, je bénis le ciel que nous soyons dans une république laïque et je bénis le ciel également que cette école laïque existe pour protéger toutes ces petites jeunes filles actuellement qui sont sous la pression des familles, des grands frères, des religieux, du quartier même. Et je veux même dire des autres petites jeunes filles qui viennent voiler à l'école et qui leur font la leçon. Je pense que les dés sont pipés ici, comme ils le sont toujours. Parce qu'en vérité, nous ne les entendrons jamais, ces petites jeunes filles. Peut-être dans la commission de M. Stasi, en tête-à-tête et en privé, elles ont pu parler. Alors, s'il y a une catégorie de jeunes femmes, de jeunes filles, de préadolescentes à protéger, et que la République se doit de protéger, ce sont elles, les muettes, les silencieuses, les sans défense. Et je voudrais dire aussi, parce que ça me tient à cœur, c'est que tous les progrès qui ont été faits pour que la femme devienne maître de son corps, tous ces progrès, pardonnez-moi de vous le dire, ont été faits contre les religieux. Tous. Quels qu'ils soient. Quels qu'ils soient. Je voudrais simplement ce détail. Penser que l'accouchement sans douleur dans les années 50 a été condamné avec férocité par le pape de l'époque qui était Pie XII. Et je pourrais vous donner... L'Église d'Angleterre l'a fait un siècle avant. Je pourrais vous donner tous les autres exemples qui ont scandé la libération des femmes. Et moi, ce que je souhaite, c'est qu'on enseigne à toutes les petites Françaises de toute origine qu'elles ont le droit de ne pas être vierges, que leur corps est à elles, qu'il n'appartient ni au père, ni au mari, ni à personne. Et c'est cet enseignement de la maîtrise de soi, de la liberté, qui est exactement la caractéristique d'une démocratie avancée. Alors quand je vois, pardonnez-moi de vous le dire, des dames voilées adultes, c'est leur droit.
c'est tout à fait indiscutable. Mais quand elles pensent qu'elles incarnent la libération des femmes, ça veut dire qu'elles refusent de voir que l'essentiel des femmes musulmanes aujourd'hui, c'est-à-dire des millions de femmes, vivent sous l'oppression du voile et qu'elles le veuillent ou non, ces images qui nous viennent tous les jours d'Irak, d'Iran, pour ne pas citer tous les autres pays musulmans, ces images-là sont celles de l'oppression des femmes et je ne souhaite pas que les petites Françaises en subissent le contre-coup.